Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 22. Je vous laisse imaginer le sort qui a été réservé à cet enfant. Le conducteur l'a égorgé d'un geste rapide et précis devant les villageois témoins qui n'ont pas eu la moindre réaction. Il y a eu une stupeur dans l'assemblée, puis ce furent des cris de joie qui montèrent. En temps normal, j'aurais dû être terrifié par un tel geste. J'aurais dû vomir mes tripes. Mais là, cette jeune fille, ce dit exact de Marion, m'avait glacé le sang. Elle avait regardé son bourreau approcher sans marquer la moindre peur. Et pourtant, je ne doute pas une seconde qu'elle connaissait parfaitement le sort qui lui était réservé. Elle a regardé la mort arriver avec plus de courage et plus de résignation que bien des soldats sur le champ de bataille. Il y avait dans son regard quelque chose de diabolique. Un flot de sang presque noir coula sur la neige blanche. Le conducteur recula et la jeune fille tomba à genoux en regardant droit devant. Elle resta un moment ainsi, immobile, puis bascula en avant. Son visage disparut alors dans la mince couche de neige qui recouvrait le sol. C'est alors que des cris lugubres sont sortis de la forêt. Je ne pus pas les identifier et je fus incapable de dire s'il s'agissait de cris de douleur ou de cris de colère. Mais Willem s'est tendu d'un seul coup, m'a attrapé le bras et nous sommes partis en courant suivis par tout le village. Nous n'avons pas arrêté de courir avant d'atteindre le village, mais j'ai pris cependant le temps de me retourner et je vis des ombres aux formes indistinctes s'approcher du cadavre de la fillette que nous avions abandonnée sur place. Cette fois-ci, Willem ne put pas se contenter de garder le silence. Il dut bien prendre le temps de m'expliquer ce dont j'avais été témoin, et pour la première fois, il me parla de Cernunnos. À cet instant de récit, le vieux fou fut interrompu par l'éruption d'Harold dans la pièce. L'Irlandais était rouge de colère. Il éructait. Impossible pour qui que ce soit de comprendre ce qu'il racontait. Je me suis donc approché de lui et j'ai tenté de le calmer. Il a repris son souffle et ses esprits rapidement. « Venez vite !» nous dit-il. Que se passe-t-il ? Questionna Gainor. C'est la patrouille, sur la place du village. Eh bien, insistai-je peu convaincu par la réponse de l'Irlandais. Et ils sont tombés sur un problème inattendu. Tu ne veux pas arrêter tes mystères ? Gronda Gainor. Venez, il faut voir. Le Gallois ne prit pas la peine de questionner davantage l'Irlandais. Il se tourna vers Cornelis et lui intima l'ordre de rester avec le vieux, puis il me fit signe de le suivre. Nous emboîtâmes donc le pas à Harold qui sortit de l'écurie, puis de l'enceinte de la ferme, et dans la pénombre quasi complète, nous descendîmes vers le village. Bientôt, j'entendis des cris qui montaient de ce dernier, et Harold se retourna vers nous. Dépêchons-nous, si nous ne voulons pas arriver trop tard. Trop tard pourquoi ? demandai-je. Il ne répondit pas et accéléra le pas.
À plusieurs reprises, je manquais de tomber. J'évitais de justesse une pierre sur la route. Je retenais juste à temps la branche d'un arbre qu'Harold avait repoussé pour passer devant lui et lâcher sans faire attention à ceux qui le suivaient. Nous atteignîmes bientôt l'église du village. De la petite place qui se trouvait devant, je vis monter une faible lumière produite par des torches que tenaient nos hommes. Et, dans ce vague éclairage, je la vis. Mon esprit comprit immédiatement et mon sang se glaça. Il y avait là 3 de nos compagnons qui, épais au poing, tenaient en respect une jeune fille blonde que je n'avais jamais vue dans le village auparavant. J'aurais pu trouver cette situation étonnante et juger leur réaction disproportionnée, mais 2 choses me firent prendre conscience de ce qui se passait réellement. Tout d'abord, je vis un corps allongé au sol. Je reconnus immédiatement Danaël, un de nos combattants les plus efficaces. Il était inconscient, son crâne saignait et la jeune fille tenait encore dans la main la pierre qu'elle avait utilisée pour le frapper. Comment un guerrier aussi aguerri avait-il pu se faire surprendre par une gamine d'une dizaine d'années tout au plus? Et puis, en regardant l'enfant à peine plus éclairé par les torches, je ne pus m'empêcher de repenser à Marion. Elle correspondait exactement à la description que le vieux fou nous avait fait du jeune enfant et de son sosie. Jamais, en temps normal, je n'aurais eu une telle pensée. Mais qu'y avait-il de normal dans la situation que nous étions en train de traverser? Nous l'avons trouvé un peu plus loin. Expliqua Harold en désignant le petit chemin qui partait vers la forêt. Et quand nous avons tenté de l'attraper, elle s'est enfuie en courant. Danaël, qui était le plus rapide d'entre nous, a fini par la rattraper. Mais au moment où il l'empoignait, elle a fait un bond extraordinaire, brandi une pierre que nous ne l'avons pas vue ramasser, et elle a frappé notre compagnon à la tête avec une force incroyable. Croyez-moi, il y a quelque chose de diabolique là-dedans. L'Irlandais se signa. Geste incroyable de sa part, lui qui se vantait souvent d'avoir consacré sa vie au mal. Gaynor le toisa avec une sorte de dédain. Tu ne vas pas me dire que tu as peur d'un enfant. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Tu aurais vu son saut, tu aurais entendu son cri, un cri grave et agressif. Tu aurais vu ses yeux, ils brillaient d'un rouge vif. C'est une gamine, enfin. S'énerva le Gallois. Juste une gamine. Visiblement, Thomas n'avait pas eu la même réflexion que moi, et il n'avait pas fait le lien avec le récit du vieux fou. Je souris. Il avait sans doute raison, je m'étais peut-être emporté un peu loin. Notre chef ordonna alors aux 2 gaillards qui tenaient la petite en respect de l'attraper. Harold fit remarquer que cela n'était peut-être pas une bonne idée, mais Gaynor réitéra sa demande. Les 2 hommes se regardèrent, et celui de gauche fut un peu plus courageux. Il avança d'un pas déterminé vers la jeune fille. Demeurant prudent, il gardait son épée dans la main droite et sa torche dans la gauche. Il était donc impossible pour lui d'attraper l'enfant, mais il utilisait la flamme de son flambeau pour la faire reculer. Sous la menace du feu, il recula mais manifesta sa colère et sa frustration par des cris rauques et répétés. Des cris étonnamment graves pour sortir de la bouche d'une si jeune enfant. Je regardais la scène et j'étais comme hypnotisé, fasciné. La jeune fille se trouva bientôt acculée au mur de l'église. À ce moment-là, notre second compagnon donna sa torche à Harold et s'approcha à son tour, l'épée toujours bien en main. Les cris redoublèrent. La colère dans les yeux de l'enfant se transforma en haine. Elle fit un geste rapide de la main, et la flamme de la torche doubla de volume, ce qui surprit l'homme qui la tenait. Il la lâcha, mais en tombant, elle caressa ses vêtements. Aussitôt, notre camarade se mit à pousser des hurlements. Ses habits s'enflammèrent. Je lâchai un juron. Je me précipitai pour l'aider. Je vis Gaynor, Harold et nos autres compagnons faire de même. Le malheureux se roulait au sol en criant sa douleur, sa surprise. J'enlevai ma cape et je tentai d'éteindre le feu. Gaynor et Harold voulurent le maintenir pour me permettre d'agir efficacement. Une odeur de chair brûlée se dégagea bientôt dans l'air et notre compagnon cessa de bouger. Les flammes s'éteignirent. Je pus me relever, mais il était trop tard, il était mort. Dans l'action, nous avions tous oublié la jeune fille, et quand nous y repensâmes, elle avait disparu. Gaynor entra dans une colère noire, vociférant, frappant le sol du pied, tapant dans ses poings. Il jura de faire rendre gorge à tout le village. De son côté, Harold, qui d'ordinaire n'était pas le dernier à se montrer violent, paraissait désabusé. Il répétait en boucle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal.
Il ne parvenait pas à détacher son regard du cadavre carbonisé sur lequel était penché notre second compagnon. Pour ma part, je continuais à penser au récit d'Adelaide et à la ressemblance entre Marion et la jeune fille que nous venions de voir. Si cet enfant était capable de mettre KO un guerrier aguerri et de commander au feu d'en carboniser un autre, les actes de l'abbé de Castillon prenaient une toute autre dimension. Il y eut un bruit derrière nous. Nous fîmes volte-face. La gamine était là, à peine plus loin, 400 ou 500 pas tout au plus. Toute proche de la forêt. On la distinguait mal avec l'obscurité, mais il me semblait qu'elle regardait notre direction. Gaynor sortit son arme et en criant s'élança vers elle. J'eus juste le temps de le retenir par le bras. « Lâche-moi !» me cria-t-il. « Lâche-moi, c'est un ordre !» « Non !» répondis-je en criant presque aussi fort que lui. « Regarde bien !» Il plissa les yeux et il les devina, à peine visibles dans la nuit de chaque côté de la jeune fille, deux monstres similaires à ceux qui nous avaient attaqués tantôt dans la forêt. « Bordel !» Lâcha le gallois désabusé. La petite fille se retourna et disparut dans les bois. Ces deux étranges gardes du corps lui emboîtèrent le pas. Après un court instant, Gaynor revint à la réalité. « On y retourne !» déclara-t-il. « Où cela ?» demandai-je. « Vers le vieux fou. Il va finir son histoire et il a intérêt de nous donner une solution pour nous occuper de ces créatures. » Avant de reprendre le chemin de la ferme fortifiée, il ordonna à Harold de faire le nécessaire pour s'occuper du cadavre. « Ensuite, poursuivit-il, vous revenez tous dans la ferme fortifiée et vous barricadez la porte. » Nous sommes remontés vers la ferme en courant, et ce n'était pas seulement pour éviter les flocons de neige qui commençaient à tomber, ni même par crainte des dangers qui nous atteuraient. Non, la profonde motivation de ces théoades, c'était d'interroger le vieux fou et de le faire poursuivre son récit. Il nous avait promis des réponses. Gaynor était bien décidé à les obtenir. Tout au long du chemin, il maugréa. En franchissant les portes de l'enceinte, il maugréa. En traversant la cour également, et toujours en poussant la porte de l'écurie. Là, il se tut net. Et il fallut que j'arrive à sa hauteur pour comprendre le pourquoi de ce changement. Adelaide et Cornélis se trouvaient en bien mauvaise posture. Le premier, adossé contre le mur, tentait de se faire le plus petit possible, tandis que le second, juste devant lui, se tenait sur la défensive, son épée pointée en direction des deux créatures horribles qui lui faisaient face. Peau grisâtre sur un corps décharné et élancé, torse marqué par des blessures, bouche remplie de 2 rangées de dents acérées, yeux injectés de sang, longs cheveux filandreux, 2 excroissances sur le dessus du crâne et toujours ces étranges racines sur les jambes et les bras. En pleine lumière, ils étaient encore plus effrayants que dans la pénombre de la forêt. Surprise par notre arrivée, les deux créatures firent volte-face. Cornélis ne laissa pas passer sa chance. Il frappa le monstre le plus proche de lui dans le dos avec le tranchant de son épée. Cette dernière s'enfonça comme dans du bois et resta coincée. D'abord étonnée, la créature lâcha un long hurlement, mais elle reprit rapidement ses esprits et d'un geste violent frappa le malheureux flamand au visage. Ce dernier se retrouva projeté contre le vieux fou et tous deux se retrouvèrent au sol. La bête empoigna le pommeau de l'épée qui était resté planté dans son dos et l'arracha d'un coup sec. Un étrange liquide vert et gluant coula lentement de sa blessure. Cela ne semblait handicaper en rien les facultés du blessé, qui, visiblement décidé à ne pas laisser cette agression impunie, s'apprêtait à en découdre avec Cornélis maintenant désarmé. Je ne lui laissai pas le temps, et à mon tour, je frappai la créature. Ayant compris que cette dernière avait une résistance hors du commun, je visai les parties que je supputais les plus fragiles, la tête, plus précisément le cou. J'avais eu le secret et naïf espoir de la décapiter en une fois, mais mon épée s'arrêta à mi-chemin. La créature hurla de douleur et j'eus le bon réflexe de ne pas attendre et de retirer ma lame pour pouvoir frapper de nouveau. Au second coup, la tête se détacha du corps avant que le monstre n'ait eu le temps d'avoir la moindre réaction. De son côté, Gaynor avait bondi sur la seconde créature et il se trouvait dans une posture difficile. La bête avait évité les attaques portées par le gallois et avec une agilité impressionnante, elle s'était approchée tout près de lui. De sa main squelettique, elle avait attrapé le cou et fait reculer jusqu'au mur contre lequel il se trouvait désormais plaqué.
La créature paraissait vouloir prendre son temps pour en finir. Elle serrait ou desserrait son étreinte, et elle paraissait presque amusée de voir les gesticulations de notre pauvre chef. Ce dernier, qui ne touchait plus le sol, tentait de donner des coups de pied, des coups de poing, sans jamais parvenir à toucher son adversaire. Son souffle se faisait de plus en plus haletant, de plus en plus court. Heureusement, cependant, la bête, trop occupée à savourer la souffrance de sa proie, en était venue à nous négliger. Je pense même qu'elle n'avait pas pris conscience du sort qui avait touché son camarade. Peut-être pensait-elle que notre compte était réglé. Là, ce n'était pas le cas. Au contraire, et il me fut facile de réitérer mon attaque précédente. Au premier coup, la créature lâcha Gaynor. Elle fut plus rapide que ma précédente victime et se retrouva face à moi. En portant la main à son cou, elle réalisa que sa tête était en partie détachée de son corps. Elle dut sentir un liquide vert visqueux qui coulait sur ses épaules. Pourtant, elle ne marqua aucune faiblesse et me bondit dessus. Je parvenais à l'esquiver, plus par chance que par adresse, et elle allait terminer sa course dans le mur d'en face. Je voulus en profiter pour terminer mon œuvre, mais elle fut si prompte à se relever qu'avant même que je ne relève mon épée, elle était face de nouveau à moi. Je doutais d'avoir autant de chance la seconde fois et de parvenir à l'esquiver encore. Aussi, je décidai de prendre le risque d'un affrontement frontal. Et en criant pour me donner du courage, je fonçai sur elle, l'épée prête à frapper. La détermination aussi, parfois, entre courage et inconscience. Je ne sais lequel des deux était le plus proche cette fois-ci, mais elle me permit de rencontrer la réussite. La tête de la créature se détacha et tomba au sol en rebondissant 2 fois. Le corps resta encore debout un court instant, puis tomba à la renverse, manquant d'écraser au passage Cornelis, qui parvint à l'éviter de justesse. Penché les mains sur ses 2 jambes, Gaynor peinait encore à reprendre son souffle. Il toussotait, se raclait la gorge, mais très vite on vit revenir la colère et avec elle la force. Il bondit littéralement en direction d'Adelaide qui était encore appuyée contre le mur et l'attrapa au niveau du cou. Cette fois, tu vas vraiment nous expliquer ce qui se passe ici. Et je n'ai pas besoin d'entendre tous les détails de ta vie. Le vieux fou cracha quelques mots dans sa langue natale et on vit très clairement qu'il était en panique. Soudain, face à la colère du Gallois, il avait perdu la désagréable arrogance qu'il avait poussée précédemment à provoquer Gaynor. Voyant que ce dernier, emporté par son tempérament explosif, se faisait de plus en plus violent vis-à-vis du prêtre, j'intervins pour le calmer. « Ne va pas le tuer !» lançai-je en lui attrapant le bras. « C'est pourtant tout ce qu'il mérite !» me répondit-il sans même me regarder. « Peut-être, mais si cela advenait, nous serions bien en peine de comprendre ce qui se passe ici. Et nous perdrions ce qui est peut-être notre dernière chance d'échapper à cet enfer. » Gaynor savait que j'avais raison et adoucit son emprise sans pour autant la relâcher totalement. « C'est vrai !» finit-il par convenir, avant de se retourner de nouveau vers le vieux et de lui lancer une nouvelle menace. « Mais toi, tu vas arrêter de nous promener et tu vas nous donner des vraies solutions, tu entends ?» Vu l'intensité avec laquelle Thomas s'exprimait, il ne faisait aucun doute qu'Adelaide l'entendait. Cependant, la barrière de la langue n'étant pas seulement liée à la force du propos, il était également certain que le prêtre ne comprenait rien. Il cracha toutefois une nouvelle logorée flamande et, en étant revenu à plus de calme, Gaynor parut enfin réaliser que lui non plus ne comprenait pas les moindres mots prononcés par son interlocuteur. Il décida donc de le lâcher enfin et se tourna vers Cornelis. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Le Flamand posa une question au vieux fou. Sans doute lui demanda-t-il de répéter son propos, car c'est ce qu'il fit. Alors Cornelis put traduire. « Il est prêt à coopérer, à nous donner tous les détails, mais il ne veut pas rester ici. Il dit que l'endroit n'est pas sûr. » La bonne plaisanterie. S'agaça le Gallois. Et où veut-il aller, le bougre? Notre compagnon traduisit la question de notre chef, puis la réponse d'Adelaide. Dans la tour de la ferme, il dit que le bâtiment principal est le seul où nous pourrons être en sécurité pour la nuit. Je ne vois pas la différence avec ici. C'est la même enceinte qui nous protège. Cornelis fit la traduction dans les 2 sens. L'autre bâtiment, et la tour en particulier, sont protégés. Il y a veillé. Gaynor me lança un regard interrogateur. Il voulait mon avis. Je ne suis pas certain que ce ne sont pas des fadaises, mais nous n'avons rien à perdre et de toute façon, nous serons mieux là-bas qu'ici, répondis-je. Nous sortîmes de l'écurie en gardant Adelaide sous étroite surveillance. À l'extérieur, alors que la neige continuait à tomber en quantité, nos compagnons s'agitaient pour mettre la ferme en sécurité. Les portes de l'enceinte avaient été refermées, toute la cour avait été vidée pour que, en cas d'intrusion, les ennemis ne trouvent aucun endroit où se cacher. L'on avait placé des torches un peu partout pour qu'aucune obscurité ne puisse s'allier à nos éventuels adversaires, et l'on s'apprêtait à verrouiller et barricader la porte principale. On pouvait distinguer dans l'ouverture de certaines fenêtres des ombres. Des ombres armées avaient pris place là pour surveiller les alentours et se garantir de toute mauvaise surprise. Dans la salle principale, il n'y avait pas l'ambiance détendue habituelle.
Et quand nous apparûmes avec le vieux, il se fit un silence pesant. Rapidement, nous avons traversé les lieux et gagné la tour. La porte de la chambre s'est ouverte avec un petit grincement, et dès qu'elle a été refermée, Gaynor a demandé à Adelaide de reprendre son récit. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.